Bonjour et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Science. Aujourd'hui, je prends et expliquer une nouvelle vidéo, quelques vidéos donc en sciences de la vie de la Terre, et plus précisément une vidéo sur le thème numéro 3, le corps humain et la santé, et plus précisément une vidéo dans laquelle nous allons parler du mouvement et de son contrôle. Alors donc, ça va être une vidéo un peu longue parce que c'est un thème assez intéressant qui par moment demande pour certaines explications des exemples concrets. Donc du coup, ça va être une vidéo un peu longue. Je le sais, mais en tout cas, on va quand même en parler un petit peu de mouvement et de son contrôle. Ok, donc c'est parti mon kiki. On va déjà démarrer par parler du mouvement. Et donc, voilà. Et déjà, pour parler de mouvement, il faut déjà parler de la base. Alors, la base de tout ça, c'est l'énergie. C'est-à-dire, pour permettre un mouvement, il vous faut de l'énergie. Et oui, en soi, c'est assez logique, puisque nous avons appris en physique-chimie que l'énergie, c'est une force qui permet de tout faire, c'est-à-dire bouger, se déplacer, ainsi de suite. Donc du coup, pour permettre au mouvement du squelette, c'est logique qu'on ait besoin d'énergie. Également, les muscles qui sont rattachés au squelette, ils ont également besoin d'énergie afin de fonctionner correctement et de permettre leur mouvement. Voilà. Donc ça, l'énergie, c'est la base. C'est-à-dire, c'est une chose de vital. C'est-à-dire, s'il n'y a pas d'énergie, il n'y a pas de mouvement. Et s'il n'y a pas de mouvement, il n'y a pas de vie, quasiment. Parce que finalement, je ne peux pas te dire, mais on a constamment de l'énergie dans le corps. C'est juste qu'on ne s'en rend pas compte parce que on l'utilise à tout va. C'est-à-dire on l'utilise pour bouger notre bras, on l'utilise pour bouger notre cerveau, on l'utilise pour réfléchir aussi. Parce que oui, réfléchir, ne crois pas, c'est pas un truc comme ça, non. C'est un truc qui demande mine de rien beaucoup d'énergie. Parce que quand on mange pas super bien, oui, on va réfléchir d'une certaine manière qui n'est pas forcément la même manière que l'on réfléchirait si on mange bien, et ainsi de suite. Bref, en tout cas, tout plein de trucs comme ça. Par exemple, si tu dors pas assez, aussi ta manière de réfléchir va changer parce que du coup, tu n'auras pas assez d'énergie. Du coup, vu que tu n'auras pas assez d'énergie, tu ne pourras pas réfléchir correctement. Pour ça qu'on vous demande, et ça, j'en ai parlé dès la 5e, je crois de ça, de bien vous alimenter. C'est-à-dire le matin, faites pas les fous à pas prendre le petit-déj. Alors oui, ça peut arriver de temps en temps, on n'est pas toujours le temps de prendre un petit déj. Ça, je vous l'avoue, j'ai déjà fait ça plein de fois en 6e et en 5e, et je crois fait une fois au moins en 4e. Oui, il y a des jours, on n'a pas le temps de prendre le petit déj. Dans ce cas-là, ce qu'on fait, il y a deux solutions. Soit, on se sent chaud et on n'apporte rien. Ce que je faisais, moi, jusqu'à maintenant. Voilà, donc j'apporte rien. Alors là, par contre, attention. Si vous apportez rien, faites, mine de rien, attention. Regardez que ce jour-là, vous n'ayez pas sport le matin. Après, si vous avez sport l'après-midi, vous en fichez. Parce que le midi, vous arrêtez de manger. Mais si vous avez sport le matin, faites attention de manger le matin, Voilà. Parce que moi, les jours où j'ai sport justement le matin, c'est là où je fais ultra attention de manger parce que après, je me dis, voilà, Sinon, j'ai oublié et sinon, ça va pas passer, Et sinon, après, si par malchance, on fait de la course c'est quand même une activité assez énergétique. Donc il demande beaucoup d'énergie. Donc si par exemple on fait de la course et que je suis pas très énergétique, voilà ça passe pas trop toi. Donc attention à ça, il faut bien vous alimenter le matin, surtout le jour où vous avez sport. Après quand vous n'avez pas sport et que vous n'avez pas de temps, là oui, ne prenez rien mangez pas. Après aussi faites attention, regardez à quelle heure vous mangez midi. Si vous mangez vers midi et demi et que vous avez l'habitude de prendre votre petit déj à 6h le matin, ça risque d'être long. Donc préparez-vous dans votre tête surtout. Et préparez-vous aussi. En tout cas, préparez-vous. Ça, c'est sûr. Préparez-vous. Et puis, si vous pouvez, prenez une collation. Alors, ce qui n'est pas toujours mon cas. Moi, je ne prends pas de collation. J'ai jamais aimé prendre des collations. Je ne sais pas pourquoi. Parce que je trouve que c'est inutile. Déjà, on fait 4 repas dans une journée. Enfin, normalement, il y a 3 repas dans une journée. Après, avec le goûter, ça fait 4. Donc, je trouve que c'est déjà pas mal. Alors, prendre une collation à 10h. Je vois pas l'intérêt, surtout si c'est pour manger dans 1 ou 2 heures. Voilà. Donc c'est pour ça que moi, même si je prends mon petit déj à 6h, j'aurais pas le courage d'amener une collation. Enfin, même si je prends pas mon petit déj le matin à 6h et que je prends pas du tout le matin, j'aurais pas le courage d'emmener une collation si c'est pour manger 2 heures après. Voilà. Parce que ça dit, mine de rien, quand vous mangez pas, ça c'est un truc pas mal du corps qui fait, c'est que en réalité vous avez l'estomac. L'estomac, il peut s'ouvrir ou se fermer ou rester constant. Et en réalité, quand vous mangez moins, votre estomac il va s'habituer. Vous avez habitué déjà votre cerveau en plus à pas trop manger, mais en plus vous avez habitué votre estomac à se fermer. Et donc il va devenir de moins en moins gros. Et donc du coup vous mangerez de moins en moins en termes de quantité. Et ça c'est ça qui est bien mine de rien. Alors, avant que je ferme cette parenthèse alimentation, attention également ceux qui veulent faire du régime.
ceux qui veulent faire du régime, attention. En réalité, c'est une question de... Enfin, c'est un peu mathématique le truc. Et bon, c'est subtil. Bon, alors, ceux qui veulent faire du régime, déjà, les trucs qu'il faut éviter, bien évidemment, vous l'aurez deviné, c'est tout ce qui est trop salé, trop sucré. Parce que ça va rapporter très vite des calories et ça, c'est pas toujours bon. Alors, donc, évitez les sucres rapides, donc tels que les gâteaux, des gâteaux trop sucrés par moment. Alors, bon, il y a certains gâteaux, ça va. Mais il y a des gâteaux, c'est super sucré, donc évitez-les. Parce que ça va donner trop de sucre d'un coup et après, votre corps ne pourra pas éliminer bien comme il faut. Après, un truc aussi, buvez beaucoup d'eau. Ça aide, ça va vous aider aussi là-dedans et vous mangerez moins du coup. Voilà, buvez beaucoup d'eau avant le repas, comme ça vous aurez l'impression d'avoir moins faim aussi. Voilà, voilà. Puis également, faites du sport. Ça va éliminer beaucoup de calories. Et comme ça, bah, ça sera logique. Et essayez de manger moins, mais de faire beaucoup de sport. C'est bête, c'est vrai, ça fait hyper mal. C'est vraiment, c'est une souffrance, je sais. Mais bon, au moins, vous allez baisser en termes de poids. Et puis également, quand vous mangez, mangez pas trop, quoi. Ne vous gonflez pas. Parce que sinon, si vous gonflez pour après aller faire du sport, voilà, je vois pas l'intérêt. Vous revenez au même poids de départ, finalement. Alors que si vous mangez un peu pour faire beaucoup de sport, et voilà, et ben du coup, vous allez perdre du poids. Alors oui, vous allez perdre selon ce que vous avez fait un peu, voire beaucoup de poids. Mais en tout cas, au moins, vous allez perdre du poids. Voilà, voilà. Et l'inverse également peut fonctionner, c'est-à-dire il y a des gens qui se trouvent trop maigres. Bon, moi perso, les gens qui se trouvent trop maigres, j'arrive pas à les voir, je sais pas pourquoi. Moi, je trouve qu'ils sont pas mal, hein, voilà, mais bon, il y a des gens qui se trouvent trop maigres. Bon, voilà, voilà, attention, faut bien déjà regardez bien sur les courbes pour voir si vous êtes trop maigre. Si vous êtes un peu en dessous des moyennes, bon, là oui, il va falloir manger, mais pas que ça. C'est-à-dire ne vous gonflez pas non plus. Parce qu'après, vous avez habitué malheureusement votre estomac à s'ouvrir et à trop manger. Donc là, mangez en bonne quantité et voilà quoi. Et dès que vous pouvez, bah voilà, faites un peu de sport également. Mais bon, ne vous en faites pas ceux qui se trouvent trop maigres. Vous mettez par moment trop maigre. En plus, souvent, ça va mieux d'être maigre que d'être gros, plutôt que d'être trop gros et du coup, bah devoir maigrir. Parce que bon, en soi, quand on est mince, c'est mieux. Après, quand on est trop gros, ça passe pas. Voilà, voilà. Donc ça, c'était ma petite parenthèse alimentation que je voulais vous faire, du coup, parce que voilà, c'est quand même assez important de parler de l'alimentation. Même si, bon, vous êtes en quatrième et qu'on risque d'en reparler l'année prochaine avec l'obésité et compagnie. Et le calcul de l'IMC. Oui, tiens, d'ailleurs, en parlant de l'IMC, j'allais vous en parler, mais du coup, bah voilà, vu que je vous l'ai dit, bah je le dis très clairement. Comment on calcule l'IMC? Donc là, bah c'est tout simplement, en fait, votre masse en kilogrammes divisé bah, par la taille au carré. Donc la taille en mètres, mais au carré. Donc, juste pour vous donner une idée, je vais prendre ma calculatrice. Je vais prendre bah, mon cas. Alors donc du coup, bah moi je pèse, enfin je fais pas à peu près donc 1 mètre, bah je vais dire 77, j'ai un peu grandi. Donc du coup, et je fais à peu près, je crois, 68 kilos. Attends, 69 kilos. Donc du coup, ce qu'on va faire, on va faire 69 kilos divisé par 1, bah 1, quoi, bah 1,77 au carré. Voilà, voilà. Et voyons qu'est-ce que ça donne. Ça donne 22,02. Alors donc là, bah, comment on peut savoir si on est maigre ou pas? Bah là, c'est très simple. Alors bien évidemment, l'IMC ne prend pas en compte tout plein d'autres paramètres, c'est-à-dire il ne prend pas la masse graisseuse, il prend pas en compte et bah, enfin il prend pas en compte tout ça. Il prend juste en compte bah, la taille et le poids. Mais il prend pas en compte la graisse que vous avez et tout. Parce que oui, vous pouvez être en surpoids, mais du coup si vous faites le calcul, vous verrez, enfin, il va pas prendre en compte la graisse quoi. C'est ça. Mais bon, c'est quand même un indicateur qui est le mieux correct. Donc du coup en gros, si vous êtes dans l'intervalle à peu près 18-25, je crois, si je me trompe pas. Bon, en tout cas, si vous êtes entre 18 et 25, ça va. Vous êtes donc en bonne santé, vous avez une bonne masse. Après, si vous vous situez dans l'intervalle 25-30, là vous êtes en léger surpoids. Enfin, vous êtes en surpoids quoi. Et après, bah, si vous êtes dans l'intervalle 30-35, voire plus, bah là vous commencez à devenir obèse. Inversion d'ailleurs. Si vous êtes bah, à peu près entre, bah, je crois que ça part de 15 le truc. Donc si vous êtes entre 15 et 18, là bon, vous êtes en maigre, enfin vous êtes maigre quoi. Et après, bah, si vous êtes un peu moins, bah du coup là vous pouvez, enfin vous êtes vraiment maigre et vous êtes anorexique quasiment. Donc là bon, attention ça. Mais bon, bien évidemment je vous dis, hein, cet indicateur il prend pas en compte les autres paramètres. Il prend pas en compte la masse graisseuse, il prend pas en compte et bah tout plein de choses. Il prend pas en compte également la masse musculaire
Parce que nous, chez les hommes, par moment, notre IMC peut augmenter de ouf parce qu'au final, il ne prend pas en compte la masse musculaire. Mais bon, en tout cas, voilà. Voilà, donc là, du coup, j'ai retrouvé le tableau qui indique ça correctement. Parce que du coup, je vous ai donné ça, mais c'est arrondi, quoi. J'ai pas aussi bien détaillé que dans le tableau. Donc, du coup, je voulais vous retrouver quand même le tableau qui détaille bien ça parce que je trouve que c'est assez intéressant de voir ça et de calculer ça. Alors, je vous dis, hein, ça prend pas en compte la masse graisseuse, ça prend pas en compte la masse musculaire pour les hommes. Donc, bon, malheureusement, c'est là où c'est un petit peu défectueux ce truc. Mais bon, voilà, du coup, ça vous donne quand même une idée, si vous êtes obèse ou pas, ok? Voilà, ou en surpoids et ainsi de suite. Donc du coup même, je pensais que ça allait beaucoup moins haut, donc en termes pour l'IMC. Donc pour l'IMC, ça va même jusqu'à 40, vous voyez. Donc bon, autant vous dire que c'est chaud. Bon, en tout cas, bon, si vous êtes à moins de 7,5, c'est sûr vous êtes en maigreur, ok? Après, bon, finalement, j'ai pas totalement tort non plus. C'est à partir même de 18,5 que ça commence à être normal. Après, si vous êtes entre 7,5 et 18,5, c'est un petit peu maigreur, quoi. Vous êtes un peu maigre. Et après, voilà, entre 18,5 et 25, comme je vous disais, ça reste bien, quoi. Et après, si vous augmentez, voilà, vous êtes en surpoids, obésité, et ainsi de suite. Voilà. Donc, du coup, vous pourrez faire le calcul chez vous, voilà. Donc, je vous mets je vous mets pas là. Je pourrais pas la, malheureusement, je pourrais pas la rentrer avec mon monteur de vidéo. Donc, du coup, je vous mets la formule, elle va s'afficher dans quelques minutes. Mais je vais l'écrire, comme ça, au moins, je suis sûr que vous l'aurez. Et donc voilà, vous pourrez en même temps regarder le tableau. Donc mettez la vidéo en pause si ça vous intéresse. Et puis voilà, moi je vais vous mettre la formule quelque part. Donc voilà, je vous ai mis la formule bien écrite correctement. Donc d'ailleurs, IMC ce n'est qu'un acronyme. Donc I pour indice, M pour masse et C pour corporel. Donc l'IMC c'est l'indice de masse corporelle. Et donc c'est ça qui plus ou moins va vous aider à voir si vous êtes en obésité. Alors bien évidemment, je vous dis, ça ne prend pas en compte tout plein de paramètres. Hein. Donc du coup, par moment, on peut se retrouver obèse selon les courbes de carnet de santé, mais pas obèse au niveau donc du calcul. Donc attention, ce que vous faites également quand vous faites le calcul, allez vérifier derrière aussi dans les courbes normalisées, quoi. Et puis, prenez pas les vieilles courbes, quoi. Prenez pas les courbes des années 2000 et tout, non. Prenez des courbes actualisées, donc c'est-à-dire, voilà quoi, les plus actuelles donc du moment. Alors du coup, je vous ai parlé de l'alimentation, je vous ai parlé d'IMC, parce que tout simplement, c'est vrai que c'est un thème assez important et qu'on risque pas de reparler cette année. Donc du coup, maintenant que nous avions fait ça, et maintenant on va parler tout simplement des contractions et ainsi de suite des muscles. Donc quand un muscle est contracté, en réalité ça va faire quoi? Ça va faire un rapprochement des os sur lesquels justement ils sont attachés. Alors ces os donc qui sont rattachés au muscle, ils sont pas rattachés comme ça, ils sont rattachés via des tendons. Les tendons c'est un peu comme un ressort finalement. C'est-à-dire sur les ponts et sur les rails, quand ça se dilate, ça se rapproche parfaitement. Mais après, quand ça se dilate pas, quand on est en hiver et que le pont il a tendance à s'écarter, justement vous avez un espèce de tendon, donc d'élastique si vous voulez, qui va combler en fait ces écarts. Voilà. Voilà, donc je vous ai dit c'est comme un espèce d'élastique, donc un espèce de ressort si vous voulez, qui est de la même matière que le pont, le rail, et donc voilà, c'est attaché donc pour justement que ça se dilate, que quand ça se dilate pas trop et que du coup ça part pas de n'importe comment. Et après quand c'est hiver et que ça a tendance à se rétrécir, et justement vous avez cette espèce de ressort qui va combler le trou, quoi. Voilà. Donc ça c'est la même chose pour vos muscles. Heureusement vos muscles, quand vous avez vos os qui s'y rapprochent parce que le muscle est contracté, heureusement qu'il y a des tendons. Sinon voilà, sinon vos os ils feraient n'importe quoi, ils partiraient n'importe comment. Là c'est un peu comme les rails. Les rails actuellement cet hiver ils ont été bien écartés, c'est-à-dire ils ne se sont pas dilatés, ils se sont rétrécis. Et vous avez un espèce donc de ressort si vous voulez qui va combler le trou. C'est pour ça qu'en hiver vous avez tendance, quand vous prenez le train, à entendre, vous allez avoir tendance à entendre ces claquements parce que justement les trains quand ils passent par moment ils peuvent passer sur certains endroits où c'est pas forcément bien comblé. C'est pour ça qu'on a tendance à entendre des claquements. Et c'est pour ça que sur certaines lignes, malheureusement, quand il y a de la neige et tout, pour pas que ça glisse tout simplement, on les ferme.
parce que justement, bah voilà, il y a la neige, ça glisse, et on ne veut pas mettre en danger nos voyageurs. Alors bon, c'est rare quand même que ça ferme les lignes en hiver, on ne va pas se mentir, surtout pour cause de neige. Maintenant, on a trouvé la solution. Mais bon, en tout cas, voilà, dans certains cas, ou dans certains pays, ça peut arriver. En tout cas, sachez-le, en hiver, si vous entendez des claquements sur les rails, c'est normal, c'est parce que tout simplement, les rails, au contraire, ils se dilatent pas, mais ils se rétrécissent, quoi. Voilà. Parce que tout simplement, le fer, il a tendance à dilater quand il fait chaud, et quand il fait froid, il se rétrécit. Voilà. Et donc là, cet été, vous allez voir, vous n'allez plus trop entendre les claquements sur les rails. Alors après, on peut les entendre de temps en temps, parce que du coup, ça peut arriver que ça sera mal fait. Hein, donc également, ça peut arriver à cause des roues du train qui ne sont pas forcément bien adaptées. Alors donc également, cette contraction du muscle tirer, ce qui va expliquer donc ce rapprochement des os là. Et donc le fait que le muscle également, quand il va être rapproché, quand il va avoir le rapprochement des os et que quand le muscle va être contracté, ça va expliquer également le fait qu'il se raccourcisse. Voilà, parce que du coup, cette contraction elle tire. Voilà. Alors au niveau de l'effort, vos muscles sont comment? Et justement, vos muscles aux tendons sont plus sollicités qu'au repos. Donc pour permettre un fonctionnement normal, pour qu'ils puissent fonctionner et donc notamment se mettre en mouvement, il leur faut beaucoup plus d'énergie qu'au repos. Voilà, c'est pour ça qu'on vous dit que quand vous êtes en train de faire une activité sportive, il faut boire. Parce que justement, on a besoin de beaucoup plus d'énergie quand vous êtes en mouvement. Voilà. Et quand vous faites du sport. Voilà. C'est pour ça que quand on fait de la trottinette, il vaut mieux avoir bu un petit peu avant. La trottinette, c'est pas trop ouf. Après, il y a des sports, ça bombarde bien. En tout cas, En tout cas, la trottinette, c'est quand même un sport, mine de rien, qui peut par moment devenir assez ouf. Mais après, si vous utilisez la trottinette juste pour vous balader dans la ville, c'est sûr que, on va pas se mentir, c'est pas très ouf. Voilà. Par rapport au foot ou etc. Mais en tout cas, ça dépend quand même de l'énergie. Bon, maintenant, on va parler de la commande du mouvement. Donc, la commande du mouvement, comment ça se passe? En réalité, ça part du cerveau, ou de la moelle épinière. Et donc, cerveau plus moelle épinière, ça forme ce qu'on appelle des centres nerveux. Alors, la moelle épinière, c'est au niveau du dos, Et donc, le cerveau et la moelle épinière, ils vont envoyer ce qu'on appelle un message nerveux. Ok? Ce message nerveux, il va arriver dans les nerfs moteurs, ce qui va après arriver dans les muscles. Et au niveau du muscle, après, ces messages, ils vont tout simplement partir vers les synapses. Donc les synapses, en gros, c'est une région où justement, après, ce message pourra se diffuser vers les neurones qui pourront après décider de la réalisation ou non du mouvement. Et après, ça peut également aller vers les jonctions neuromusculaires. Voilà. Et donc après, là derrière, il peut y avoir réalisation ou non du mouvement. Ça dépendra en fait de ce qu'aura envoyé le cerveau. Ok? S'il voit que la situation est correcte, il n'envoyera rien. Mais après, si la situation n'est pas correcte et qu'il doit faire un mouvement, là, il enverra un message. Ok? Voilà. Qui va diffuser ultra rapidement. Et oui, d'ailleurs, faut pas se croire, hein, mais tous les messages que l'on fait, donc les mouvements, etc., en réalité, c'est des messages qui sont envoyés au cerveau, puis après traités, puis après, envoyés au muscle pour qu'ils puissent se faire. Pour que le mouvement puisse se faire. Voilà. Donc, du coup, ces messages-là, ils circulent à très haute vitesse. Ok? Voilà. Et on s'en rend pas compte parce que du coup, on utilise ça finalement comme rien, quoi. Hein, nos muscles, etc. Mais les messages qui ont permis le mouvement, circulent très rapidement. Voilà. Bon, sur ce donc, la vidéo est déjà terminée. Je sais qu'elle est un peu longue, mais du coup, je vais quand même vous montrer des exemples. Et puis, il fallait bien qu'on parle un peu d'alimentation, parce qu'on a parlé d'énergie et de muscles. Donc du coup, voilà. La vidéo est déjà terminée. Comme d'habitude, n'hésite surtout pas à la liker, à commenter et balance-toi toi en mathématiques et en sciences. Science de la vie de la terre, science de la vie de la terre.